Pour moi, tout commence à l'âge de 5 ans. Devant une cour d'assises, m'informant que la peine encourue pour les faits qu'elle me reproche était de 20 ans. Je découvre que la personne qui vit avec moi n'est pas ma mère, mais ma belle-mère. Et mon père m'informe que ma mère m'a abandonné très tôt. Alors il m'a récupéré et m'a introduit donc dans sa famille où j'ai découvert que j'avais un grand frère et un petit frère. Derrière son insouciance apparente, le petit Yanis ressent cruellement l'absence de sa vraie mère. T'es encore en train de voir? T'as déjà vu tout ça? Tu vas pas encore m'emmerder ce matin? Si. Et les enfants, c'est qui s'en occupe? Bah toi justement. Bah je suis pas là que pour m'occuper des enfants. J'ai passé toute la soirée avec des copains. Je suis déjà tes copains, c'est bien, fatigué. tu peux les mettre un peu de côté. Bon écoute, j'ai le magasin à fait tourner, j'ai mon business à fait tourner. Donc, et les enfants? Bah tu t'en occupes. Même s'il avait une boutique de prêt-à-porter qui marchait bien, c'était quelqu'un qui aimait faire la fête. Et il en faisait profiter tous ses amis. En boîte de nuit, il dilapidait littéralement ses recettes du jour. Pendant ce temps, les dettes s'accumulent. Les fournisseurs en vêtements, au sentier, commencent sérieusement à s'impatienter et un jour ce sont les huissiers qui entrent chez Yanis et saisissent tout. Son père décide alors de repartir en Côte d'Ivoire. Et oublie pas tes enfants surtout. Mireille ne supportait pas ma présence. Il faut dire que mon père avait ouvert cette boutique de prêt-à-porter à son nom. Et de ce fait, c'est Mireille qui a endossé toutes ses dettes. Elle avait un travail de comptable, un petit salaire. Alors on a déménagé. On s'est retrouvé dans une banlieue difficile, la Courneuve. Quant à moi, c'est avec des coups que j'ai compris que ma place, elle n'était pas là. C'est en m'insultant, en m'injuriant que Mireille m'a fait comprendre que fallait que je retourne vers ma mère, mais le problème c'est que ma mère a donné aucune nouvelle. Aujourd'hui, je me demande pourquoi Mireille ne m'a pas remis à la DAS. Je crois que j'aurais peut-être eu une enfance meilleure, mais elle m'a gardé auprès d'elle peut-être pour les allocations familiales, je ne sais pas. On manquait de tout à la maison, on n'avait pas de vêtements, pas de nourriture, pas de courant, c'était vraiment la galère, la misère. Les services sociaux nous venaient en aide, donnaient de quoi manger. On allait au secours catholique pour s'habiller. On n'avait rien. Yanis, donne-moi la voiture. Yanis, donne la voiture à ton frère. Allez, viens, on va. Je me demandais vraiment pourquoi. Pourquoi j'étais fait pour vivre une telle vie. Yanis, dégage, va dans ta chambre. Quand elle rentre à 6 h du soir après son travail, si la maison n'est pas rangée, c'est à moi qu'elle s'en prend. Elle me saisit, elle m'attire dans la salle de bain, me jette la tête contre les murs, me crache au visage. Bref, c'est terrible. Psychologiquement pour moi, mais je me demande pourquoi. J'ai envie de voir ma mère. Le petit Yanis se sent seul, abandonné, et se demande pourquoi son père l'a laissé tout seul, pourquoi il est parti mener sa vie en Côte d'Ivoire. Il aurait besoin d'un peu d'attention, mais il est seul, il n'y a personne. J'ai 7 ans, et Mireille ne peut plus assumer financièrement parlant pour mon grand frère et moi. Alors elle contacte mon père qui lui décide de nous faire venir en Côte d'Ivoire. Mon père n'a pas changé de vie. C'est même pire puisqu'il possède une boîte de nuit. Il contracte beaucoup de dettes. Il vit au-dessus de ses moyens, quoi. Mireille avait pris l'habitude de correspondre avec Franck, qui a profité de cette correspondance pour lui dire ce qu'il vivait. Et Mireille a décidé de prendre un billet d'avion pour la Côte d'Ivoire. À son arrivée, elle s'est rendue compte que mon père n'avait pas changé d'attitude et qu'il nous avait négligés. Alors elle a été à l'ambassade de France
en vue de demander de l'aide. Et l'ambassade a décidé de lui donner 2 billets d'avion. Yanis a 9 ans lorsqu'il revient en France, chez sa belle-mère, dans la cité. Il est de plus en plus souvent dehors avec les copains. Puis les années passent et il entre au collège. Je me rappelle de la 6e. Ça se passe pas vraiment bien avec les professeurs. Tous les jours, je me fais disputer parce que j'ai pas mes fournitures scolaires, parce que j'ai pas fait mes devoirs. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que je ne peux pas faire mes devoirs. Et je ne peux pas acheter des fournitures scolaires. Ils prennent même pas le temps de discuter avec moi, de savoir ce qu'il y a vraiment dans mon cœur. Parce que j'ai des rêves, moi aussi, comme tous les enfants. J'aimerais bien faire un sport-études. Mais il m'est impossible de travailler. Franck, mon grand frère, avait déjà quitté le cursus scolaire. Il s'était mis à traîner avec une bande de la région parisienne. Et ils avaient l'habitude de ramener des filles la nuit, qui le violaient. Il arrivait aux amis de Franck de me sortir du lit pour que je leur laisse la place. La police, je l'ai connue très tôt. Un matin, elle a débarqué à la maison. Une fille qui avait été violée par Franck et ses amis avait porté plainte. Tout le monde a été embarqué au commissariat, même Mireille. Elle a été relâchée un peu plus tard, mais tous les amis de Franck et Franck lui-même ont été incarcérés. Pour moi, c'était terrible. Franck était comme mon père. C'est lui qui me protégeait, m'entourait de son amour. Et ça a été comme un vide pour moi. Il n'y a plus d'électricité à la maison, on marche à la bougie. On mange à crédit, parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo et Mireille n'a pas assez d'argent pour faire des courses. Et pour couronner le tout, la maison prend feu. Ce qui fait qu'on perd tout. Et on est logé chez une amie à Mireille. Je vois tous les gamins de mon âge qui sont déjà déscolarisés, qui font des bêtises, qui ont de l'argent dans les poches et qui s'habillent convenablement. Tous les jours, ils me demandent de venir avec eux, quoi. Je m'enferme, je m'entête sur l'idée qu'il faut que j'aille à l'école, mais j'en avais tellement marre d'être dans cette situation, tellement marre de ne pas m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter, que je me suis dit que il fallait que je fasse des bêtises pour avoir un peu d'argent. Qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Viens encore. Tranquillement. Voilà, Ça va, vas-y, fais voir ça, fais voir ça. Regarde, ils concentrent comme ça les hostilités, là. Allez, fais voir ça, là. Y'a du fric ou quoi? Putain. Vas-y, fais voir là-dedans, là. Moi aussi, Qu'est-ce que j'ai c'est besoin d'argent, mon Putain, Dieu. qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est quoi ce Putain. bordel? Arrête de jeter des trucs comme ça. Mais non, mais putain, mais non. Mais non, il va falloir. Putain, non, les mecs, c'est quoi ça? Oh là là, vas-y, pour rien, gars. Les gars, vous faites des trucs comme ça, tout. Faut prévenir, sinon on va faire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Vas-y, fais voir ça. Faut se renseigner avant, gars. Le mec, il transpire comme ça pour rien du tout. Il court, il y a rien. Mais non, c'est pas sérieux, ça. Même le sac, on peut même pas le vendre. Alors on avait pris l'habitude de prendre le train, d'aller dans des coins huppés, Versailles, pour dépouiller les jeunes à la sortie de l'école. Ben, faut remettre ça demain, mais on est en mode d'oseille, mec. N'oublie pas. Salut les gars, Wesh. ça va? Bien quoi, wesh. Ça va? Aujourd'hui on va aller sur Paris, on va se faire 500. Pendant un mois, ça a été comme ça. Jusqu'au jour où les policiers nous ont arrêtés dans le train. On a été conduits au commissariat. Et pendant 2 jours, c'est-à-dire pendant notre garde à vue, on a vu défiler tous les jeunes qu'on avait agressés. Je me suis retrouvé dans le bureau de la juge et j'entends encore ces mots qui viennent dans ma pensée. Elle me dit « Yanis, t'es jeune, mais il faut que je te fasse comprendre que la vie, c'est pas ça. Il y a peut-être quelque chose de mieux à faire pour toi. Alors je décide de t'incarcérer et je veux te donner une leçon. » C'est vrai que c'était la première fois que j'allais au commissariat, c'était traumatisant pour moi. J'ai 15 ans. Je me retrouve à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Mais je réalise que c'est pas une leçon qu'elle me donne. Parce qu'en prison, je suis mieux qu'à la maison.
J'ai 3 repas par jour. J'ai l'eau chaude. J'ai la télé et on prend soin de moi. De plus, j'ai tous mes copains avec moi. Alors j'ai pas pris mon incarcération comme une leçon, mais comme une opportunité pour évoluer dans le monde de la délinquance auquel j'aspirais. Même si j'étais encore très jeune, toutes les personnes que je rencontrais dans la cour, les grands, qui avaient déjà une réputation, un vécu, qui avaient fait des choses, eh bien je discutais avec eux. Et ils me faisaient part de ce qu'ils avaient fait. Alors j'emmagasinais. À sa sortie, Yanis va continuer à s'enfoncer graduellement dans la délinquance. Bon, moi, tu sais, hier encore, j'ai remarqué ce qu'a fait, ça comme d'hab. C'est mon film, ça, les mecs. Vous pouvez pas comprendre, les mecs, c'est mon film. C'est soir, quand même. Non, c'est soir. C'est le bon. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Écoute, gamin, là, tu viens de prendre un billet première classe pour les Bahamas. Mais évidemment, tout ne se passe pas toujours comme il le prévoit. Un jour, Yanis organise le cambriolage d'une maison et y entraîne son frère Franck. On croyait qu'avec une personne, mais en réalité, le gars, il était avec sa femme. Et sa femme était enceinte. Alors on était obligé de les enfermer dans les toilettes et on a vidé sa maison. Mais le spectacle a attiré l'attention des voisins qui ont appelé la police. Et Franck a tout pris sur lui. Il a dit que c'est lui qui m'avait entraîné. Il a dit que c'est lui qui m'avait mis dans cette situation et que je n'étais que le chauffeur. Il a répété ça devant la juge. Et la juge a décidé de me libérer, de me mettre sous contrôle judiciaire et de nouveau incarcérer Franck. Moi, j'ai atteint ma majorité et je réalise aussi que, à cause de mes actes, eh bien, j'ai entraîné mon frère de nouveau en détention. J'ai envie de changer de voie. Je trouve un travail, j'ouvre un compte en banque, je m'inscris au permis de conduire, je me réinsère totalement dans la société. Et je trouve même ça plutôt valorisant pour moi, car, en définitif, je réalise que je peux mener une vie honnête avec mes 2 mains. Cette fois, Yanis semble vouloir prendre sa vie en main. Mais est-ce que cette bonne volonté va suffire? Un soir, Mireille rentre pas. Le lendemain, la même chose. Plutôt inquiet de ce qui aurait pu lui arriver. Je suis seul avec Julien. Et le téléphone sonne, c'est l'hôpital. Il m'informe que Mireille est hospitalisée. Le médecin me demande si je fais partie de la famille. Je dis oui. Il demande si mon père est là. Je lui dis non. Je lui explique la situation. Alors il m'informe que Mireille est très malade, qu'elle a un cancer. Ça, c'est l'effet d'une bombe dans ma tête. Franck est toujours en prison. Je suis seul avec Julien. Voilà, il n'y a personne. Il m'arrive d'aller voir Franck le matin. Mireille l'après-midi, qui est rongée par cette maladie. Et je trouve que la vie est injuste avec moi. Que je suis né vraiment pour souffrir. Qu'à chaque fois que j'essaye de me sortir de quelque chose, ben c'est le mal qui me rattrape. Il devait me rester 300 € en poche. Après quoi, j'avais même pas de quoi payer ma chambre d'hôtel. Avec ces 300 €, j'ai acheté une plaquette de shit que j'ai coupée en barrettes. Et je me suis installé dans le hall d'un escalier. De 8 h du matin à 20 h. Il y avait des mecs qui étaient sur place, ils n'étaient pas contents de me voir là, de prendre leur clientèle, mais ils disaient rien, ils connaissaient ma situation. J'ai recruté une personne, puis 2, puis 3, puis 5 gars qui vendaient pour moi. Mon seul souci, c'était de les fournir. Alors j'ai trouvé un filon. Quand il n'y avait pas de grossiste qui avait du shit, je montais à Amsterdam ou au Maroc. Et ça m'a permis d'inonder le quartier, la région, en temps de pénurie. Les mecs qui vendaient pour moi, vendaient dans les boîtes, dans les bars, dans les cités, bref, partout. Je pars en vacances, je roule en belle voiture, je dors dans les plus beaux hôtels, je mange dans les plus beaux restaurants. Et dans cette euphorie, je me mets à consommer de l'alcool et de l'ecstasy. Je n'étais jamais tombé amoureux d'une femme. Mais quand j'ai vu Manu, j'ai dit « Oh,
voilà la femme qu'il faut. On a pris le temps de faire connaissance. Manu avait déjà un enfant. Je voulais pas trop la perturber. Je me suis pas fait passer pour un saint, mais il fallait quand même que je justifie mes rentrées d'argent et mon train de vie. En fait, ce qui m'a attiré chez Yanis, c'est ça, la franchise qu'il a eue envers moi. Et le fait qu'il m'ait dit dès le départ que c'était un mauvais garçon. On n'est pas rentré dans les détails, il ne m'a pas expliqué ce qu'il faisait. Mais il m'a juste dit « je suis un mauvais garçon, ne t'attache pas à moi ». Et moi, comme j'aime les défis, donc voilà, j'y suis encore. Et Manu savait que je dormais à l'hôtel, alors elle m'a demandé d'aménager avec elle. La cité, c'était infernal. On avait fait du quartier une vraie plaque tournante, où toute l'île de France venait s'approvisionner. Il y avait des clients partout. Et la police a pas tardé à être alertée et à mettre son nez. Alors ils ont infiltré un appartement pour y filmer tout ce qui se passait. À un moment donné, ils en avaient assez pour mener une vague d'arrestations. Ils ont perquisitionné les caves, saisi des grosses quantités de cannabis, d'argent, et ont arrêté pratiquement tous les dealers du quartier. Ma seule chance, c'est que ce quartier, c'était pas celui où je postais. Mais il y avait des gars qui travaillaient pour moi. Et eux, ils ont été en prison. Forcément, Manu s'est rendu compte que je lui avais menti sur ma vie professionnelle. Je lui ai dit que je vendais des fringues. Mais j'avais une vie qui était complètement décalée. Je dormais le jour et je vivais la nuit. De plus, je roulais en grosse voiture, BM. Elle n'était pas due. Manu avait de plus en plus de mal à supporter mon alcoolisme, mes sorties, mon attitude. Ce qu'elle attendait de moi, c'est que je sois un mari pour elle. On avait 2 enfants. Elle voulait que je m'en occupe, que je sois un père pour ses enfants. Et moi, ma vie, c'était les sorties et les potes. Alors pour la énième fois, elle m'a demandé de faire un choix. Et j'ai choisi mes sorties et les potes. Un jour, on a retrouvé un de nos amis mort. Il avait été torturé dans les bois à coups de tournevis. Peut-être un dealer qu'on avait agressé. Un soir, j'étais dans un bar et il y a un pote qui est venu me voir pour m'informer que 2 dealers cherchaient une grosse quantité de cannabis. Je n'étais pas contre le fait de les braquer. On s'est équipé en armes. On a pris leur argent. 2 pris dans la panique. Un gars que mon pote devait maintenir s'est débattu et en partant, il m'a infligé 2 coups de couteau au niveau du poumon gauche. C'était pas la première fois que je me faisais planter. Pensant que la blessure n'est pas très grave, Yanis se rend tout de même dans une clinique. On lui fait un bandage et l'infirmier qui s'occupe de lui le place dans une chambre pour y passer la nuit. Apparemment rien de grave. Un peu plus tard, le SAMU de passage à la clinique lui propose de l'emmener à l'hôpital Kremlin-Bicêtre pour lui faire passer une radio. Le docteur Rollet est donc venu pour me réexaminer. Et là, il s'est aperçu que c'était pas 1, mais 3 coups de couteau que j'avais reçus. Et en me faisant passer une échographie, il a vu aussi que je faisais une hémorragie interne. Très vite, il a demandé aux infirmiers de préparer le bloc opératoire. Et il a pris mon brancard pour me conduire en direction du bloc. Je l'ai regardé, je lui ai demandé si j'allais vivre. Je me posais des questions, tout le monde était en train de courir autour de moi. Et j'ai vu ses lèvres se plisser sans même émettre un son. Et là, je me suis dit en moi-même que la situation était grave, même critique. Je me suis posé la question si j'allais vivre. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix. Cette voix, je la reconnaîtrai parmi des milliards de voix.
C'est la même voix qui parlait à mon cœur d'enfant. Lorsque je dormais dans la cave, après avoir été battu par Mireille. Cette même voix qui me disait « Je t'aime mon enfant, ne sois pas triste ». Cette voix me dit « Tu vivras ». J'ai comme ressenti une paix. J'ai appris par le petit frère de Yanis qui m'a appelé alors que je passais les vacances chez ma mère. Et il m'a dit que Yanis a été gravement blessé et qu'il est hospitalisé. Et donc à ce moment-là, j'ai pas cherché à comprendre, hein, je suis partie le voir. Et je l'ai vu dans un état pitoyable, branché de partout, avec des appareils respiratoires. J'ai appris par la suite qu'il avait reçu des coups de couteau au niveau du poumon et qu'il avait fait une hémorragie interne. Pendant des semaines, elle est venue. Elle s'asseyait à côté de moi. Tantôt elle riait, tantôt elle pleurait. Elle m'a aussi informé qu'elle était devenue chrétienne et m'a offert une Bible. Après 3 semaines d'hospitalisation, Yanis retrouve sa chambre d'hôtel, seul et déprimé. Il s'enfonce alors dans l'alcool et la drogue. Il boit jour et nuit pour oublier. Je voulais pas que Manu me voie dans cet état. Alors mes relations avec elle s'arrêtaient au téléphone. Mais elle s'est bien rendue compte de ma déchéance. Elle s'est bien rendue compte que ça n'allait pas. Alors elle m'a demandé de regagner la maison. En réalité, on menait 2 vies complètement différentes. Manu cherchait à approfondir sa foi et moi je cherchais à approfondir mon alcoolisme. Tous les jours j'étais en état d'ivresse. Je tuais le temps avec l'alcool et on a eu des disputes terribles à cause de ça. C'est un homme qui s'en prend au mur, qui s'en prend aux meubles et voilà. Il se défoule sur les choses. Et moi aussi, c'était pareil à cette époque. J'avais un caractère assez fort et c'était pareil. Donc on n'avait pas beaucoup de meubles à la maison. À chaque fois que ça n'allait pas, Manu courait dans sa Bible pour soi-disant trouver une solution. Mais quelle solution ? Il était plus attaché à ce qu'il faisait à l'extérieur que... Parce que s'il m'aimait vraiment, il aurait arrêté tout de suite. J'ai fait de la maison un vrai bar, où tout le monde venait se divertir devant la télé. Et à un moment donné, elle a dû stopper les choses. Elle m'a demandé de partir. Désormais, il n'a plus d'attache, il est de plus en plus violent et prêt à tout pour atteindre son nouveau but, partir, s'installer aux Antilles et ouvrir son propre restaurant. Mais il faut de l'argent, beaucoup d'argent, et tous les moyens sont bons. Il n'y a pas moyen, je le ramène à la scène, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, il me ramène l'oseille. Terminé. Je vais ramener son frère, sa mère, son père, c'est fini pour lui. C'est fini. Ah, tu peux lui dire. Hein. Ah ouais, sa tête, elle est mise à prix. Je te dis, hein, je le lâche pas. Je le lâche pas. Même s'il faut que j'aille le chercher au bled, je vais le chercher. Il n'y a pas moyen, je le lâche pas. Fini pour lui. J'avais une petite expérience dans les braquages. On s'était attaqué à des pharmacies, des petites supérettes, mais rien de bien sérieux. C'est vrai qu'à la cité, on avait vu des grands prendre 10 ans de prison pour des vols à main armée. Je trouvais ça plutôt dangereux. Il y en avait même qui s'étaient fait tirer dessus à la sortie d'une banque. Mais quand même, à mes yeux, c'était le seul moyen de gagner rapidement de l'argent. On est resté en planque pendant une semaine. Jusqu'à ce qu'on sache quand la Brinks le réapprovisionnait. Après quoi, on s'est équipé en armes, en postiche, et on a braqué la banque. C'est bon, on y va. Ok, c'est parti.
est rentré n'a pas vraiment été violent. Les caissières, dès qu'elles ont vu les armes, elles ont compris et nous ont remis l'argent. Et on est reparti comme ça. Ça a dû durer 5 minutes, pas plus. Et on a gagné des milliers d'euros. On était pris dans une spirale. Spirale qui nous paraissait facile, mais qui était violente. Pendant les semaines qui ont suivi, on a écumé les banques. On n'a jamais été inquiété. Et on a gagné donc de plus en plus d'argent. Sa délinquance, en fait, ne m'a pas vraiment surprise dans la mesure où, par rapport au passé, à la vie un peu qu'il a eue dans l'enfance, c'était un peu comme un déterminisme. Mais j'ai été déçue beaucoup et je me suis sentie un peu impuissante. C'est surtout ça. Yanis n'en est certainement pas réellement conscient, mais son ascension dans la délinquance et la violence font désormais de lui un criminel. Les attaques répétées d'établissements bancaires, attaques à main armée, le placent sur le terrain de chasse de la brigade de répression du grand banditisme, la fameuse BRB. Et ça se termine en général à la cour d'assises. Un jour, j'étais parti flamber à Cannes. Et à mon retour, j'avais décidé de récupérer mes affaires, de quitter définitivement Manu. Mes voisins commençaient à me dire oui, est-ce que vous avez des problèmes chez vous? Vous savez qu'il y a une voiture de police, elle vous surveille nuit et jour. Et je ne pensais pas qu'au début c'était pour moi. Et je me suis dit, il faut que je cherche dans la maison ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il y a ces personnes devant chez moi, pourquoi ces personnes-là sont là à surveiller ma maison. Et puis une nuit, je me suis réveillée, j'ai cherché. J'ai trouvé une arme bien dissimulée dans les placards, sous le sol. Et c'est là que j'ai compris. Quand la BRB a débarqué à la maison, déjà ils sont restés 3 jours parce que Yanis n'était pas à la maison. Et il ne voulait pas qu'il y ait un contact entre Yanis et moi. Donc moi tout ce que je voulais, tout ce que je pensais à cette époque-là, c'est que tout ça s'arrête, quoi. Et j'avais laissé mes enfants chez ma mère, je voulais revoir mes enfants me manquaient. Et je voulais que ça s'arrête. Et Yanis est arrivé au bout de 3 jours. Et ça s'est terminé à ce moment-là. Je tourne la serrure et je me retrouve plaqué au sol, avec 3 calibres sur la tempe. Sur le moment, j'ai vraiment eu peur. Je croyais que c'était un dealer qu'on avait braqué et qui était venu me faire la peau. Mais on m'a relevé. C'était la BRB, la brigade de répression du banditisme, qui était là pour une commission rogatoire. Ils m'ont levé, ils m'ont jeté la tête contre la table du salon, où il y avait de l'argent, des armes. Et quand ils m'ont relevé, j'ai vu Manu, en pleurs, en larmes. Il faut dire qu'elle découvrait que je m'étais servi de chez elle comme base arrière, comme endroit de repli pour cacher mes armes après mes attaques. Ils sont placés tous deux en garde à vue. En effet, les policiers pensent que Manu est sa complice. Mais ils comprennent vite qu'elle n'est pas impliquée et elle est relâchée. Yanis sait qu'il ne la reverra jamais. Il lui demande même de l'oublier et de refaire sa vie. Fais ta vie. M'attends pas. Dis aux enfants que papa ne reviendra pas. Je suis dans le bureau de la juge d'instruction, Madame Legendre, menottée à 2 gendarmes. Elle me regarde, me traite de criminel, m'inculpe de plusieurs vols à main armée, me renvoie devant une cour d'assises en m'informant que la peine encourue pour les faits qu'elle me reproche était de 20 ans. En une demi-heure, elle anéantit ma vie.
Lorsque j'ai appris qu'il a été arrêté par la BRB, j'ai été extrêmement choquée, attristée, j'ai été très très choquée, je pleurais et j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que par rapport aux faits dont il était accusé, je ne voulais pas y croire. Pour moi, c'était impossible. Immédiatement, Yanis est reconduit à la prison de Bois d'Arcy. Il sait que cette fois, il n'est pas prêt de sortir. La juge me coupe tous les ponts avec le monde extérieur. Les courriers. Premier soir, je vois 2 mecs qui mettent le feu à leur cellule. Yanis n'a que 25 ans et il n'a plus d'avenir. C'est la misère. Pour tuer le temps, je demande à travailler aux ateliers. Je travaille pour 300 € par mois, 169 heures. Être confronté avec des gens qui me ressemblent, c'est pas facile. Faut se battre, faut se faire une place, même dans sa propre cellule. Ça me vaut des petits séjours au mitard. Et je crois que c'est là que tout a commencé pour moi. Je devais passer au prétoire encore une fois et je me suis retrouvé dans une cellule au dernier étage. Il y avait des barreaux, elle était ouverte. C'était comme une cour et j'entendais des bruits d'enfants à l'extérieur, des enfants qui jouent. J'étais comme un lion en cage. Là, je me suis dit, mais combien de temps je vais rester là? Combien d'années je vais passer ici? C'est là que j'ai réalisé que j'avais franchi le cap. J'avais dépassé toutes les bornes que je m'étais fixées. Pas possibilité de revenir en arrière. J'avais toujours des sentiments pour lui. J'avais des sentiments, j'avais un enfant. Et pour moi, il avait besoin de soutien, encore une fois. Je me dis, mais Manu, mais pourquoi tu viens me voir ici? T'es jeune, t'es belle. Fais ta vie. Je t'ai dit de me quitter. Pourquoi tu me ramènes mes enfants ici? Pourquoi? Et là, elle m'a dit non. Il y a ton bébé qui arrive. Il y a les 2 enfants. Moi, je t'aime. On ne peut pas t'abandonner. On ne peut pas te laisser seul ici. Tout comme à l'hôpital, Manu vient le voir 3 fois par semaine en prison. Il me disait que Dieu pouvait faire quelque chose pour moi. Il me disait que Jésus m'aime. J'étais obligé de la reprendre parfois. Je ne pouvais pas concevoir que quelqu'un m'aime. Je ne pouvais pas concevoir que Dieu m'aime. Je lui disais, mais Manu, si Dieu m'aime réellement, mais pourquoi je vis tout cela? J'ai compris que Dieu seul pouvait faire quelque chose pour moi. Et je me suis accrochée à lui tant que je pouvais. Après une nouvelle confrontation avec la juge qui cherche à lui imputer d'autres cambriolages, Yanis est de plus en plus conscient que son existence est ruinée. Pendant son incarcération, j'ai eu des nouvelles de lui puisque j'allais le voir régulièrement. Donc je savais un peu où il en était et je le suivais. Je l'aimais dès le départ. Et ça a été une force intérieure pour moi. Cet amour a été une force intérieure pour moi. Quand je suis entré dans le parloir, je restais debout. Je les regardais. Je regardais mes enfants. Et je lui ai dit, Manu, est-ce que ton Jésus, il peut faire quelque chose pour un pauvre pécheur comme moi? Est-ce qu'il le peut? Et c'est surprenant parce que, au lieu de pleurer, j'ai vu Manu sourire, pleine de joie. Et là, elle m'a dit, il y a tellement longtemps que je prie Dieu pour voir ce jour. Et c'est là, dans ce parloir, que j'ai décidé de confier ma vie à Dieu.
et de lui remettre ma situation. Au bout de 7 mois, contre toute attente, j'ai été libéré en provisoire. C'est le même jour que mon épouse a accouché. C'était vraiment extraordinaire. En attente du procès, Yanis débute réellement une nouvelle existence et fait de vrais efforts pour s'insérer dans la société. Il trouve un travail, passe enfin son permis de conduire après tant d'années au volant et épouse enfin sa chère Manu. Au niveau de sa foi, c'est la même chose, il veut tout savoir. Il a de longues conversations avec Manu, il cherche, il lit, il fréquente une église évangélique et se fait même baptiser. Graduellement, il commence à découvrir le vrai visage de ce Dieu qui est en train de le faire sortir de son existence de ténèbres. J'ai découvert Yanis quand je suis arrivé, effectivement. Il ne parlait pas trop de ses antécédents. Quelques bribes sortaient de temps en temps. Un intérêt toujours croissant encore une fois, pour le parcours de chacun. Il nous posait souvent des questions là-dessus. Et c'est que quelques mois que j'ai appris qu'il se lançait dans une aventure et sa rencontre qui l'a motivé pour se sortir de cet enfer. Après 21 mois de liberté provisoire, le jugement finit par arriver. Le 7 décembre 1998, Yanis se constitue prisonnier en vue d'être jugé par la cour d'assises de Versailles. Il sait qu'il risque 20 ans de réclusion. Il est dehors, mais dans quelques heures, il va être à nouveau incarcéré, et certainement pour très longtemps. Le procès va durer 2 jours. Le premier jour, les victimes ont témoigné à la barre. Le psychiatre a donné mon profil psychologique. Celle qui m'avait suivi pendant toute ma réinsertion, le contrôle judiciaire, a rendu son avis. Le juge demande alors à Manu pourquoi elle est restée avec ce gangster. Et je lui ai répondu, c'est juste par amour, parce que je l'aime, c'est tout. Je savais qu'il risquait 20 ans de prison, mais ma foi en Dieu me poussait à y croire, à croire qu'il allait sortir du jour au lendemain. Puis c'est au tour du procureur de plaider. Il a commencé par mon pote et il a été clair et radical. 5 ans de prison ferme. Le procureur fait un réquisitoire des plus sévères contre son complice. Lourd silence dans la salle. La famille du prévenu est en pleurs. Yanis sent qu'il a affaire à un homme acharné et qui ne laissera rien passer. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Le deuxième jour, le procureur a été vraiment compatissant avec Yanis lors de sa plaidoirie par rapport à ses complices. Et en me levant pour écouter la sentence, il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Il y avait une atmosphère qui régnait vraiment. On était tous dans le calme, paisible. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un sentiment. On ressentait la présence de Dieu, quoi. C'est comme si la présence de Dieu avait envahi le tribunal. Et ce procureur a été aimable avec moi. Il a demandé du sursis. Le jury est en train de délibérer. Cela va durer quelques heures. 4 heures plus tard, la cour avait délibéré. J'ai donc été invité à me lever pour entendre ma sentence. Elle m'a reconnu coupable. Mais le jury a décidé de suivre le réquisitoire du procureur et m'a condamné à 36 mois de sursis. Ce qui veut dire que c'est un homme libre que je suis ressorti du tribunal.
l'issue du jugement, j'ai été soulagée, puisqu'il n'a pas pris la peine qu'il encourait, qui aurait mis sa vie en l'air quelque part. Donc j'ai été extrêmement soulagée et apaisée et inquiète en même temps de savoir que qu'est-ce qu'il allait avoir après la sortie en fait. Et à titre personnel, je voulais un petit peu ajouter cela, c'est que les antécédents d'Yanis et son parcours violent, personne n'est à l'abri de tomber dans cet enfer. Par contre, pour se reconstruire, la chance, c'est d'avoir une rencontre qui permet, et un déclic qui permet de pouvoir se reconstruire. Et au travers du parcours de Yanis, à titre personnel, il m'a fait poser quelques questions et je remercie aussi la vie de ne pas avoir eu une chute dans cet enfer comme il a connu. Je pense que Yanis est un miraculé de la vie parce que pour moi, sans Dieu, il n'aurait pas pu s'en sortir. Il n'aurait pas pu s'en sortir parce qu'on a vu d'autres cas similaires à son histoire, où des gens ont rechuté, sont retombés. Et c'est vraiment un miraculé de la vie. C'est vrai que dans notre famille, les garçons, ils ont eu un début un peu chaotique et pas forcément une fin heureuse. Et ce qui est vraiment frappant par rapport à Yanis, c'est qu'il trouve une énergie, quelque part, quelque chose qui lui donne justement cette force de vivre ce qu'il vit actuellement, quoi. Sa vie d'autrefois et sa vie d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est plus du tout la même personne. Il a complètement changé. Les changements que j'ai pu remarquer chez Yanis, c'est une très bonne stabilité familiale, ce que j'ai pu en voir, et un désir d'intégration important et une soif de fonder un projet personnel. Comme si que sa vieille veste, il l'avait enlevée et complètement changé.